Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les processus d'affaires est incontournable. En fait, c'est souvent comment tu t'entoures, avec qui tu t'entoures qui va te permettre finalement d'arriver à tes objectifs. C'est très facile de dépenser. Ce qui est très difficile, c'est de faire des revenus, de générer des revenus puis de rentabiliser ce revenu-là. Dans le fond, comme Amazon ont décidé de faire la livraison en un jour, donc pourquoi on n'est pas capable, dans le fond, de livrer une mise en demeure en un jour, dans le fond, à un client Bien le sûr. plus rapidement possible, dans le fond, dans le monde d'aujourd'hui. Bienvenue au troisième épisode du podcast Thinking Tech. Celui-là se déroulera en français parce que j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Philippe Hazeltine. Hazeltine ou Hazeltine? Hazeltine. Hazeltine, pardon. Qui est le PDG et cofondateur de Néolégal, ancien avocat fiscaliste et aussi membre du conseil d'administration d'Ange Québec. Bienvenue, bienvenue sur le podcast. Merci. Merci d'avoir accepté d'être là avec la discussion. On est là au bureau de Néolégal. Et j'ai hâte de parler de tout ce qui est la technologie, comment ça transforme le secteur juridique. Mais d'abord, je pense, si on peut juste mieux comprendre qu'est-ce que fait Néolégal, si tu peux brièvement expliquer, ce que vous faites ici et en quoi ça consiste? Ouais, avec plaisir. En fait, on a lancé nos légales, ça fait 7-8 ans maintenant. L'idée, c'était vraiment de changer le monde juridique. Tu sais, dans le fond, on le sait, le monde juridique, c'est un monde assez archaïque, dans le fond, là, qui prédate de quand même beaucoup d'années. Bien sûr. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte d'accélérer le travail des professionnels dans le domaine juridique, là. Peu importe les acteurs qu'on parle, ça peut être avocat, ça peut être notaire, ça peut être des paralégales, peu importe. Dans le fond, l'idée, c'était vraiment d'accélérer ce travail-là, donc de créer de la technologie pour être en mesure de faire des processus puis accélérer leur travail vraiment de manière significative. Donc, soit d'automatiser des tâches répétitives. Mmh. Donc, ce qu'on fait plus précisément chez Néolégal, dans le fond, on a maintenant 2 unités d'affaires. Une qu'on appelle Web Platform SaaS, dans le fond. Donc, on rend disponibles nos outils technologiques à la communauté juridique, des avocats solo, des cabinets d'avocats, peu importe leur grandeur, OK. qui utilisent notre technologie pour être plus productifs, plus efficaces, finalement. Donc, c'est des workflows. Donc, dans le fond, de A à Z, ils peuvent gérer un dossier juridique, exécuter leur travail de manière plus rapide. Puis l'autre segment d'affaires, dans le fond, c'est vraiment quelque chose qu'on appelle partnership, dans le fond, donc avec des compagnies d'assurance, des compagnies financières, des institutions financières, où on devient un acteur avec eux pour mieux desservir leur clientèle dans le monde juridique. Donc, on peut D'accord. penser à, ça ressemble un peu à l'assistance santé ou l'assurance santé, dans le fond, là. Donc, c'est vraiment un lawyer in your pocket ou avocat dans la poche, dans le fond, pour ces personnes-là. Mmh. Donc, ça les aide dans leur quotidien. Donc, c'est des produits, je dirais, pour ça, d'assurance, là. Super, ça accélère tout le processus, du coup, aussi de l'avocat, mais aussi en termes de partenariat avec, les entreprises, les cabinets, et aussi, du coup, ça aide le client de ça aussi. Exact. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment toujours en fait, ce qui est notre mantra depuis le début, c'est comment mieux accompagner les clients, dans le fond, donc l'utilisateur final ou le end user, Mmh. pour qu'il soit en mesure finalement d'avoir le meilleur service juridique. On appelle ça des produits juridiques, mais vraiment comme on pourrait le voir dans n'importe quel autre type de produit, dans le fond, qu'on voit sur le web. C'est dans le fond, comme Amazon ont décidé de faire la livraison en un jour. Donc, pourquoi on n'est pas capable, dans le fond, de livrer une mise en demeure en un jour, dans le fond, à un client Bien le sûr. plus rapidement possible, dans le fond, dans le monde d'aujourd'hui. Surtout quand c'est un domaine qui est, bah, souvent très lent et il y a beaucoup de délais dans tout ce qui est mise en demeure, les dossiers, tout ça. Donc, c'est important d'avoir des Exact. solutions digitales. Exact, parce qu'en fait aussi l'avocat, tu sais, de la façon dont on est formé, c'est correct aussi là, tu sais, dans le fond, il y a tout le temps une analyse qui doit être faite du dossier. Bien sûr. Puis souvent l'avocat va avoir tendance à dire que le dossier est toujours différent, donc c'est toujours un cas spécifique. On doit toujours revoir plusieurs choses, alors que souvent les cas sont très généraux, dans le fond, donc les trucs reviennent. Donc, on peut standardiser certaines choses, puis évidemment de se rapprocher. Tu sais, l'idée, c'est toujours de rehausser l'être humain. Tu sais, nous, on n'a jamais Ouais, eu comme prétention de vouloir faire disparaître l'être humain. L'idée, c'est vraiment toujours de le rehausser au maximum, puis de ramener proche de zéro le temps humain, où c'est vraiment avoir un gros impact. Donc, chaque minute compte du temps humain. Fait que c'était vraiment de recentraliser là-dessus. mmh. Ouais, c'est exactement ça, ce qui j'aime bien cette vision de rehausser l'humain et non le remplacer. Parce qu'à la fin, c'est important d'avoir des décisions, qui reviennent à l'humain, pas qu'on est prêt à le remettre à la machine encore. Non, non, c'est clair. Mais, c'est bien quand tu as des procédures qui peuvent être automatisées, vaut mieux le faire comme ça, avoir plus de décisions à faire, dans une journée et l'humain, l'avocat, plus de pouvoir, plus d'efficacité. Vraiment, puis tu sais, l'idée, c'est vraiment en arrière d'être capable de rapprocher, si on veut,
le client, parce que les clients d'aujourd'hui, tu sais, tout le monde a leur quotidien, ils ont des choses à faire, ils ont Ouais. des enfants, ils ont évidemment tu sais, des choses qu'ils aiment faire dans leur vie. Donc, tu sais, si c'est le samedi à 5 heures qu'ils ont du temps pour être capable de faire avancer leur dossier, mais ça veut pas dire que le professionnel de l'autre côté, lui, est disponible le samedi à 5 heures. Fait que là, des fois, il y a un mismatch entre la disponibilité des deux personnes. Donc, l'idée avec la technologie, on est capable de rapprocher ça. Donc, le client, lui, peut faire avancer son dossier avec la technologie, répondre à différentes questions dans un formulaire web, envoyer des documents de manière sécurisée avec le web. Puis, en arrière, la machine est quand même capable de traiter cette information-là, puis par la suite, de la faire refléter au professionnel le lundi, le mardi suivant, selon les processus. Donc, le dossier, tu sais, ce que je pense qui est important pour l'utilisateur final, c'est que son dossier, il a l'impression qu'il avance de manière générale, puis qu'il y a des Mmh. choses qui s'exécutent au fur et à mesure. Ça, pourquoi il a payé au début. Mmh. Non, mais c'est non, une solution très importante et de ce que je comprends, tu as toujours eu cette motivation d'être entrepreneur, et ou de créer tes propres opportunités et avoir un impact, comme tu l'as ici à Néolégal. Et quelles étaient peut-être tes origines avec l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais des mentors ou des moments clés qui avaient défini cette, transition dans votre carrière ou? Ouais, ben vraiment, moi, depuis que je suis tout jeune, en fait, là, j'ai toujours voulu être en affaires. Là. Tu sais, Ouais, mes parents, c'est deux professionnels. Ils sont pas dans le monde juridique, mais c'est des professionnels, donc des gens qui sont à l'université. Donc, pour eux, c'était hyper important d'avoir des études, dans le fond. Puis mes grands-parents étaient, je dirais, des entrepreneurs. Ils ont eu des commerces, dans le fond, dans le commerce de détail. ouais. Donc, de leur côté, tu sais, c'était vraiment deux visions, je dirais, pas nécessairement différentes, mais tu sais, le milieu professionnel versus le milieu, je dirais, du commerce, mais dans le fond, donc des affaires. Puis pour moi, j'ai toujours été attiré beaucoup plus par le milieu des affaires. Là. Donc, ça a été toujours pour moi quelque chose de laquelle j'étais attiré. Tu sais, même à l'âge de 14-15 ans, tu sais, j'ai lancé des entreprises. Donc, pour moi, c'était important. Ou même j'avais des idées, je me réveillais la nuit, je prenais des notes, des Ouais. trucs tu sais, dans des petits cahiers à la main. Là, il faut en remontrer un certain laps de temps. Mais ça a toujours été pour moi un fondamental dans tout ce que j'ai entrepris. Tu sais, dans le fond. Puis même à l'université, je me suis impliqué dans plusieurs choses. Tu sais, j'ai créé à l'époque les cigares et Porto. On pouvait fumer là, tu sais, à l'intérieur, dans le fond, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui, Oui. mais tu sais, bref, là, tu sais, fait qu'il y a des endroits où on pouvait faire ça. Donc, c'était de revoir un peu, faire les choses différemment pour attirer des choses, des trucs. Tu sais, j'étais même en charge du journal étudiant, dans le fond. Donc, fait que ça a toujours été à l'intérieur de moi là, pendant Ouais, le plus loin que je peux me rappeler, en fait, des affaires. ouais, et de ce que je comprenais aussi, tu étais avocat fiscaliste à un moment et c'était pas vraiment ce que tu voulais faire et il fallait que tu reviennes au à cette vision d'entrepreneuriat, de faire ta propre chose et ensuite, commencer Néolégal. Donc est-ce que tu peux me j'avais vite fait regarder les origines de Néolégal. Il me semblait que ça venait aussi de ta rencontre avec, le cofondateur Fabien Navet, au départ et puis aussi le troisième cofondateur. Sid, il était C'est là aussi? Benachenou, ouais, qui est Ouais, ici, ouais, ouais, c'est ça exact. Oui, et effectivement, dans le fond, tu sais, nous, moi, j'ai pratiqué le droit pendant à peu près 7-8 ans, tu sais, dans le ouais, fond, donc en cabinet privé. Puis tu sais, puis là, tu parlais des origines de Néo-Légal, le pourquoi. Finalement, tu sais, je me suis rendu compte aussi comme avocat fiscaliste, tu sais, j'ai adoré ma pratique dans ce monde-là, tu sais, dans le fond, puis j'étais super content là, d'évoluer dans ce milieu-là. mmh. Puis de l'autre côté, il y avait tout le temps, comme tu dis, cette espèce de désir-là d'aller vers le côté des affaires, dans le fond. Donc, je me suis rendu compte finalement que dans un premier temps, je n'étais même pas capable de payer mes propres honoraires juridiques. Donc, si j'avais eu à m'embaucher moi-même, tu sais, puis Ouais, devoir me payer 200, 300, 400 $ de l'heure, puis on remonte, mettons, disons 15 ans, c'était quelque chose que je n'aurais même pas pu me payer moi-même malgré le salaire que je faisais. Donc, tu sais, quand tu fais ce premier constat-là, puis là, tu sais, bon, tu sais, je me trouvais quand même correct là, comme avocat, mais dans les faits, est-ce que ça vaut vraiment 300 $ de l'heure le travail que je suis en train d'effectuer ici pour mes clients? Donc, puis là, il y a tout le temps une espèce de oui, tu sais, effectivement, je pense que ça le vaut, puis tout. mmh. Mais là, après ça, comment moi, je peux optimiser plus mon temps? Puis là, ce qui était disponible en termes technologiques à ce moment-là était très peu ou très archaïque, donc ne me permettait pas de gagner plus de temps. La seule façon, c'était d'avoir, disons, un adjoint ou c'était d'avoir Ouais, quelqu'un où je pouvais déléguer du travail. Donc là, ça devenait un peu inefficace. Donc, ça a été un des premiers constats que je me suis dit, ça fait pas de sens que je sois pas capable de m'auto-payer, dans le fond, pour le travail que j'effectue. mmh, Puis de l'autre côté aussi, ce que je me disais, c'est comment ça se fait que pour me former, je suis obligé de parler, disons, avec un mentor, tu sais, on en parlait tantôt, mais d'avoir une personne qui va me dire par cœur, ah oui, il va voir dans le dossier 1, 2, 3, 4, j'ai déjà fait ça il y a 10 ans, donc tu devrais être capable aujourd'hui de le reprendre puis de le refaire. ouais. Je trouvais ça très, tu sais, bizarre dans le fond, Bah, tu ouais, sais, c'est très peu de technologie. Là. très inefficace et puis, tu as vu ce problème-là et tu as voulu le résoudre, c'est ça? Exact. Donc, c'était ça vraiment la base, je dirais, de Néolégal. Dans le fond, dans un sens, c'était la réflexion Ouais, qui m'a amené à vouloir résoudre, en fait,
un enjeu que je voyais très important, mettons, dans le milieu juridique. Mmh. Et comment est-ce que cette rencontre s'est faite? Parce qu'il me semblait qu'il avait aussi une idée similaire, Exact. ton cofondateur. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et ensuite, est-ce que ça t'avait, plus motivé de poursuivre le projet? Est-ce que ça a été difficile de travailler avec plusieurs personnes pour développer le projet ou ça t'avait allégé la tâche? Non, moi, je pense que ça a été vraiment une bonne chose, en fait, à la base. Puis, tu sais, ce qui m'a amené, moi, je pense que dans la vie, puis si je remonte même à, comme je disais tantôt, à mon 14, 15, 16 ans, j'ai Mmh. toujours essayé de créer mes propres opportunités, dans le fond, puis d'engager la conversation avec des gens, puis d'aller, tu sais, en me disant, voici l'opportunité que je peux saisir. Puis, dans le fond, la raison que j'ai rencontré Fabien à l'époque, dans le fond, c'était vraiment, et Sid, c'était vraiment une personne interposée, un contact à moi, en fait, que j'étais allé luncher avec bien simplement. Puis Mmh. je lui ai partagé, en fait, mon idée de néo-légal à l'époque. Dans le fond, ça portait pas ce nom-là, mais Ouais. c'était vraiment l'idée en arrière. Donc, puis C'est c'est quoi le lui. nom original? Ben, il y avait pas de, à ce Ouais, moment, il y pas avait de même nom. pas de nom, c'était projet, là, tu sais, whatever. Il y avait pas nécessairement de nom. Ouais. Mais à la fin, moi, je lui avais partagé. Puis, tu sais, je pense que en affaires, il faut quand même que tu sois assez ouvert parce que les gens, des fois, ils vont avoir tendance à vouloir garder leur idée pour eux parce qu'ils veulent pas le dire aux autres pour pas que les autres partent avec leur idée, dans l'autre Mmh. sens. Mais moi, j'ai toujours été très ouvert par rapport à ça. Donc, j'avais partagé mon idée à ce contact-là, à cet ami-là, finalement. Puis c'est lui qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'en a parlé récemment, dans le fond, d'un projet similaire au tien. Donc, je voudrais vous mettre en contact. Puis c'est là qu'il nous a mis en contact. Donc, moi, je connaissais pas du tout ni Sid, ni Fabien, avant cette fameuse mise en relation-là, finalement. Il y a cette, théorie, je pense, j'ai lu vite fait, c'est peut-être le livre de Rick Rubens et la façon d'être créatif, tout ça, mais il avait cette théorie des idées qui se transmettent un peu partout et si tu la manifestes pas, si tu la mets pas en réel, cette idée-là, elle va se transmettre à quelqu'un d'autre qui va peut-être la mettre en réalité. C'est peut-être aussi ça qui a été, il y avait aussi le problème que vous avez tous les 2 vu, c'était le timing était bon, mais le fait d'avoir la même idée ou plus ou moins le même concept de l'idée était essentiel pour ensuite la conceptualiser et vraiment la mettre en matériel et la développer. Ben vraiment, tu sais, parce que pour avoir un win, surtout, tu sais, c'est partir en affaire avec d'autres personnes, comme on le dit, puis plusieurs gens le disent, là, tu sais, c'est comme un mariage, évidemment. Là, donc, on doit avoir les mêmes objectifs. On doit avoir, tu sais, une idée qui est quand même similaire dans un certain sens. Parce que si moi, j'essaie de te convaincre, de dire, regarde, j'ai un projet, tu sais, faut que tu te joignes à moi. Puis là, t'es comme, Bien OK, sûr. ouais, mais tu vas avoir peut-être plus de questions que de réponses, finalement. Puis est-ce que ça va vraiment t'intéresser, tu sais? Donc, si ça l'a déjà germé dans ton esprit, quelque chose de tu dis, écoute, moi, je veux me partir un projet quel qu'il soit. Puis là, dans le fond, il y a quelqu'un d'autre qui t'en reparle. Puis là, tu fais comme, ben oui, justement, tu sais, donc, comme une jonction. Puis, tu sais, je pense que ce qui a fait notre succès, tu sais, je pense encore même aujourd'hui, c'est justement la jonction des compétences. Parce que, tu sais, dans le fond, quand tu pars un projet d'affaires, si toi et moi, on était avocat, puis on se disait, bon, on part un cabinet d'avocats, on était avocat dans le même domaine de droit, souvent, on essaierait peut-être de tirer la couverte de notre bord, tu sais, parce que moi, je suis le meilleur, puis toi, t'es meilleur. Puis là, dans le fond, il y a tout le temps, il peut y avoir plusieurs frictions. Mais quand tu pars avec des cofondateurs, dans le fond, qui chacun, tu sais, comme Sid, par exemple, c'est quelqu'un qui est un expert en technologie. Moi, je suis pas expert en technologie. Mmh. Donc, moi, je peux pas dire oui, ben, dans mon ordi, je vais le coder, l'outil technologique, là, c'est moi qui va le faire. Alors que si on était deux développeurs technologiques, ben, peut-être qu'à un moment donné, il y aurait des frictions différentes. Donc, dans le fond, fait que ça l'amène en affaires, je pense, un certain succès d'avoir des personnes qui ont, dans leur champ d'expertise, des forces. Ouais. Non, non, c'est sûr qu'il faut des compétences qui se complémentent, et ça offre aussi des perspectives différentes en apportant l'idée originale. Si tu as des fonds différents, un fonds technique, un fonds plus du marché, un fonds pour le droit, ça te donne une perspective, plus ou moins arrondie quand tu crées le projet. Et c'est important, c'est intéressant parce que maintenant, ce coin technique, la plupart des personnes peuvent développer des solutions, avec l'aide des technologies qui existent, l'IA, tout ça. Et tu vois beaucoup de projets qui se développent, des solopreneurs, comme on les appelle, c'est juste une personne en fait qui, se s'entoure entouré d'agents d'IA presque, Et petits cofondateurs différents. C'est intéressant comme changement. Tu vois ça, être, est-ce que tu vois encore la nécessité d'avoir, des cofondateurs? Je pense que c'est important d'avoir plusieurs personnes qui se complémentent, dans ben, en fait, tu sais, pour l'instant, l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment important, moi, je pense que c'est vraiment super intéressant, puis je pense qu'on doit absolument l'utiliser dans notre quotidien, tu sais, puis ça change les façons d'opérer des entreprises de manière générale, puis d'opérer notre quotidien. ouais, Mais je pense encore quand même que, en fait, puis même pour manipuler n'importe quel type d'intelligence artificielle, tu dois quand même avoir un certain esprit critique sur qu'est-ce qui, la façon dont tu vas la prompter, la façon dont tu vas la questionner, finalement.
puis la Mmh. façon dont que le rendu va être. Donc, puis souvent, tu sais, évidemment, comme entrepreneur, oui, tu dois quand même être un généraliste, donc tu dois comprendre beaucoup de choses pour être capable de faire avancer une entreprise. Mais aussi, ça prend des personnes qui sont plus spécialisées dans leur domaine pour venir justement être plus critiques sur le rendu, mais également le faire accélérer beaucoup plus rapidement dans le fond. Donc, les connaissances de l'être humain sont encore importantes aujourd'hui pour manipuler l'intelligence artificielle à plusieurs niveaux. Donc, je pense que, tu sais, pour encore un certain laps de temps, je sais pas, là, tu sais, dans 2 ans ou dans 3 ans, ça va avoir de l'air, là, mais ça s'étant dit, aujourd'hui, je pense que si j'avais une entreprise à me lancer, j'aimerais ça quand même le faire avec des personnes qui sont des spécialistes de quelque chose. Tu sais, on peut lire beaucoup de choses sur le web, là, puis les gens, tu sais, s'autoproclament un certain succès, là, mais tu sais, je serais curieux de voir vraiment en arrière l'état financier, là, puis la solidité ou la force finalement de cette entreprise-là en arrière. Tu sais, ça n'empêche pas de lancer quelque chose toute seule, Mmh. mais après ça, tu s'adjoins les bonnes personnes parce que les gens voient, oh, le projet a l'air de fonctionner, donc tu sais, ça peut Bien sûr. attirer d'autres personnes. Mais je pense que encore aujourd'hui, euh, l'IA est très présente. Je pense qu'on se doit de l'utiliser. Je pense qu'il faut embrasser, tu sais, cette nouvelle technologie-là le plus possible parce que ceux qui vont disparaître, c'est ceux qui l'utiliseront pas, tu sais, en fait, plutôt que l'inverse. D'accord, d'accord. J'aime bien ce cette dernière phrase, mais tu parlais aussi de généraliste et spécialiste. Ouais. Il faut un peu un équilibre entre les 2. Pour toi, c'était quoi le plus important? Parce que tu as été bien sûr spécialiste en avocat, mais aussi, avec ta vision entrepreneuriale, dans un certain sens, il faut toujours être un peu généraliste dans ce domaine-là. Comment est-ce que tu as géré les 2 et quel a été le plus important pour trouver l'équilibre? Ouais, ben en fait, tu sais, je pense que, tu sais, moi, mes plus grandes forces, tu sais, c'est tout ce qui est, tu sais, marketing, développement des affaires. C'est sûr, évidemment, l'aspect juridique en soi, là, tu sais, en études, mais ça, c'est des C'est des, ouais, je c'est l'ai appris, c'est de information. l'apprentissage, en fait, c'est de la formation, en fait, c'est l'expérience, là, mais Mmh. à la fin, tu sais, en dedans de moi, c'est le développement des affaires. Puis, tu sais, en entreprise, souvent, tu sais, c'est extrêmement facile de faire des dépenses, là, tu sais, si on veut partir ensemble puis s'acheter un bureau, puis, tu sais, je veux dire, c'est très facile de dépenser. Ce qui est très difficile, c'est de faire des revenus, de générer des revenus, puis de rentabiliser ce revenu-là. Mmh. Donc, tu sais, fait que moi, si j'avais à me partir en entreprise, tu sais, c'est que si j'ai pas ces forces-là, ça me prend absolument un cofondateur qui les a, ces forces-là. Ouais. Parce que tu auras beau vouloir embaucher un développeur à l'affaire, ce sera jamais la même chose que quelqu'un qui a cofondé l'entreprise avec toi ou qui a comme intrinsèquement ces qualités-là en dedans de lui. Autant au niveau technologique. Donc, tu sais, moi, je vais me former en technologie, mais tu sais, j'ai aucune, tu sais, vraiment désir de faire ça. Donc, puis j'aurais pas le bagage d'une autre personne. Donc, vraiment, l'idée en arrière, je pense, d'avoir le plus de, tu sais, je reste un spécialiste dans certaines sphères, mais je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Je lis à tous les jours des heures et des heures sur des sujets très variés. J'ai des connaissances générales très importantes. Donc, à la fin, je suis capable d'entretenir un sujet. Parce qu'en Mmh. développement des affaires, pour parler avec un futur client, parler avec un client, lui, si il aime beaucoup quelque chose, donc tu dois être capable d'entretenir cette conversation-là avec cette personne-là, même si pour toi, c'est pas nécessairement une passion qui l'est pour elle, pour cette personne-là. Mmh. Donc, je pense que tu sais, ces aptitudes-là, dans le fond, comme entrepreneur, tu dois les avoir pour être, ou à tout le moins quelqu'un qui est ton autre co-entrepreneur. Là. C'est ce qui va déterminer, entre autres, tu sais, la génération, la plus grande difficulté, c'est de scaler le revenu. Puis là, tu sais, évidemment, il y a des paliers là-dedans dans les scales de revenus. Ouais. Quand on lance une entreprise, dans le fond, puis qu'on ait des investisseurs ou non, c'est rien, tu sais, en fait. Mais tu as un scale de tes revenus, puis c'est ça les métriques qui comptent vraiment. D'accord, et pour toi, en faisant grandir Néolégal et passer ces paliers de revenus, c'est un domaine qui peut-être avant, et même encore, il n'est pas très digitalisé. Il y a encore une certaine, je sais pas, latitude envers ces technologies-là dans un domaine traditionnel. Ça peut, peut-être avoir des, encombrants pour le développement du revenu. Ça a été difficile pour, changer cette, notion dans l'industrie ou de développer en fait cette, ce standard de solution digitale dans un domaine traditionnel? Comment est-ce que tu l'as vaincu cette, Ben, en fait, quand ben, tu sais, moi, j'ai toujours cru qu'un projet d'affaires doit être fait au bon moment, donc au juste moment. Donc, il faut être dans l'air de ton temps pour être capable de lancer quelque chose si tu veux avoir une croissance de revenus qui est importante. Mmh. Donc, quand on a lancé nos légales, à mon sens, à moi, on avait ce momentum-là en termes de possibilités. C'est vrai que quand on l'a lancé, disons que la présence digitale, dans le fond, des cabinets d'avocats de manière générale ou la présence juridique était surtout un cabinet d'avocats qui disait voici mon site web, voici les personnes qui travaillent, puis tu sais, ils vendaient pas de produits juridiques en ligne, on ne peut pas faire vraiment Ouais. d'achat. Il y avait quelques compétiteurs au Canada puis en Amérique du Nord de manière générale, aux États-Unis aussi, mais c'était très, très petit là, tu sais, en termes de compétition.
mais quand même, il y en avait. Donc, c'était possible, en fait. Donc, ça a été une des premières C'était l'idée questions. validée, Ben, tu sais, en fait, il y avait déjà des débuts, dans le fond. Donc, tu sais, on ouais. n'a pas été le premier à vendre des produits juridiques en ligne. On appelle ça des produits qu'on package ça en forfait. Mais donc, dans ce segment d'affaires-là, donc, quand on a lancé ça, donc, on savait que s'il y avait quand même une possibilité, mais c'est une des premières questions qu'on a adressées, en fait, dans notre modèle d'affaires. Donc, est-ce que c'est possible de vendre des produits juridiques à forfait sur le web? Parce qu'en Ouais. fait, si les avocats, de manière traditionnelle, chargent à l'heure, même encore aujourd'hui, la grande prédominance dans le monde du légal, c'est vraiment le fait de charger des heures à un taux horaire. Donc, c'est encore le cas même en 2025. Là. Et est-ce que tu trouves que ce service à l'heure n'est pas représentatif de ce que les clients veulent? Ce qui est le plus facile à comprendre? Parce que moi, en tant que client, si je veux me rapprocher d'un avocat, moi, je sais pas combien d'heures ça lui prendra pour faire un certain travail. Moi, ce que je veux, c'est, tu vois, avoir le dossier fini et puis, en suivre avec les affaires. Donc en faisant un package, un produit avec tout ça, est-ce que ça t'avait distingué, j'imagine, Néolégal, pour vraiment scaler l'entreprise, au prochain niveau? Ouais, parce qu'en fait, je pense que, tu sais, en fait, quand on parle d'automatisation, dans le fond, qu'est-ce qu'on automatise? Tu sais, Ouais, faut qu'on automatise des étapes de quelque chose, dans le fond. Donc, puis même quand on a commencé le gars, ça, c'est la deuxième question à laquelle il fallait qu'on réponde, c'était d'être en mesure de se dire, est-ce que c'est automatisable? Est-ce qu'on est capable de faire des processus dans un dossier juridique? Parce que si on, même encore aujourd'hui, si on demande à un avocat combien de temps ça va te prendre de faire ce dossier-là, ils ont beaucoup de difficultés à s'engager là-dedans. Souvent, ils vont le faire, mettons, en disant, je vais faire une fourchette d'heures, entre 20 à 30 heures, tout ça. Donc, ouais, mais à la fin, quel va être le rendu? Tu sais, donc là, c'est toujours la question. Fait qu'on on a encore aujourd'hui beaucoup de difficultés, ces bureaux-là, de dire, OK, ben, je vais packager quelque chose, de dire ça va avoir ça, dans le fond, comme produit final, un peu comme, tu sais, moi, je vais avoir un laptop, je vais avoir un verre, tu sais, ouais, comme. Donc, moi, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'était la deuxième question qui était la plus importante, finalement, dans notre modèle d'affaires. Donc, est-ce qu'on est capable de, de statuer sur un processus, en fait, là, pour être capable, donc, on appelle son workflow aujourd'hui, pour rendre à la fin un produit fini de quel que tu vas dire, ben oui, c'est exactement ce que j'ai payé pour, tu sais, dans le fond. Alors que aujourd'hui, une personne qui fait affaire avec un avocat traditionnel, bon, il va recevoir des factures à tous les mois, il ouais, va avoir des heures dessus, il va avoir des tâches qui ont été effectuées. Bon, est-ce que la personne est vraiment capable de dire, OK, est-ce que ça devait être effectué? Pourquoi ça a été effectué? Pourquoi moi, je paierais finalement le 2, 3, 4 000 puis là, c'est même pas encore fini, combien il en reste? Donc, tu sais, toute cette notion-là, c'est un peu comme si tu allais dire, ah, tu t'en vas au garage, puis ben, répare ma voiture. ouais, Puis là, finalement, tu sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, puis tu sais pas combien ça va te coûter. Puis là, tu vas être comme, oui, mais là, c'est parce que je veux pas repayer le prix de la voiture, tu sais, ça me donne bien rien. sûr, bien C'est la même sûr. chose dans un litige, c'est la même chose dans une transaction, tu sais, dans le fond, dans le domaine juridique. Fait que moi, je pouvais pas croire qu'on était capable de fabriquer des voitures quasiment autonomes, dans le fond, puis que tu sais, c'est quand même complexe de fabriquer une voiture sur une chaîne de montage avec plusieurs robots, alors qu'on n'est même pas capable de fabriquer une mise en demeure. Tu sais, dans le fond, moi, je comprenais, je trouve que ça me rentrait pas dans la tête, on n'était pas capable de faire ça, disons, il y a 7 8 ans, tu sais, alors Ouais. qu'aujourd'hui, c'est hyper facile à faire. Bah, c'est bien, mais tu avais besoin d'itérer pour trouver le bon Ouais, produit ouais, et vraiment. puis, tu pris combien de temps pour, trouver le bon match entre ce que tu voulais faire en produit? Ben, en fait, ça a pris des années, tu sais, dans un certain sens où, tu sais, d'essais-erreurs. Tu sais, en fait, quand on a commencé nos légales, on a commencé dans un domaine de droit plus spécifique, puis après qu'on a ajouté différents domaines de droit. Tu sais, dans le fond, nous, l'idée, c'était est-ce qu'on est capable d'automatiser une grande portion d'un domaine, dans le fond, ou d'un Ouais, produit juridique. Donc, c'était, tu sais, nous, si on décide de faire quelque chose, c'est parce qu'on est capable de beaucoup l'automatiser, mais on garde quand même l'être humain au centre, que ce soit notre client, que ce soit le professionnel du droit. Donc, pour être capable quand même de rehausser, tu sais, dans notre vision, nous, c'est pas de faire disparaître l'être humain, c'est plutôt de le faire rehausser. Bref, fait que ça reste comme partout, mais on a eu beaucoup d'essais-erreurs au début, tu sais, comme en fait, comme encore là, ça dure combien de temps un appel client pour un vice caché? Tu sais, dans le ouais, fond, la réponse, moi, je l'ai la réponse aujourd'hui. L'appel moyen dure tant de temps, tu sais, dans le fond, puis on le sait. Mais à la fin, comme encore là, avec un avocat aujourd'hui, il serait pas capable de te le sortir. Il pourrait te dire, mettons, la moyenne de mes dossiers, j'ai chargé 100 heures d'appels téléphoniques à tel taux, fait que c'est ça. Mais il serait pas ouais. capable de le dire plus. Tu sais. Et c'est bien d'avoir accès à tous ces avocats et avoir beaucoup de données. Parce que maintenant tu peux voir, bah, en termes de statistiques, quelles sont, comme tu disais, la moyenne de durée d'un certain projet, d'un appel et après avec ça, tu peux vraiment raffiner ton produit et faire en sorte qu'il soit adapté au client et bah, le plus optimisé possible. Et maintenant avec, comme on en a parlé un peu avant, l'arrivée de la IA et je vois ça dans le domaine, juridique. Il y a eu des situations comme un avocat qui a utilisé ChatGPT pour, certains Devant dossiers la et cour, là, ouais. ouais, à Vancouver
Il y avait un autre, il y avait Caseway AI, c'était un avocat basé sur la IA qui s'est fait en fait, ensuite poursuivi par une autre entreprise. Donc, est-ce que tu vois la IA générative ou prédictive, parce que ce sont pas exactement les mêmes choses, mais qui vont comment ça va affecter la, entreprise, juridique? Et est-ce que Néolégal se prépare aussi pour ce changement-là? Parce que comme tu disais, tu essaies de rehausser les humains. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi faire avec, l'arrivée de ces nouvelles technologies. Quels seraient les changements en fait, en ça de Néolégal et aussi plus généralement dans l'espace juridique avec l'AIA? C'est une bonne question. Tu sais, en fait, il y a plusieurs volets à ça. Tu sais. Chez Néolégal, nous, c'est sûr qu'on utilise l'intelligence artificielle depuis déjà quasiment 1 an. Ouais. Dans le fond, donc, c'est déjà intégré dans nos processus, c'est déjà intégré dans nos outils de manière générale. Donc, les gens l'utilisent à tous les jours. Puis, en fait, ça revient à pourquoi nous, on veut rehausser l'être humain parce que, justement, on juge que l'être humain doit être capable de manipuler l'intelligence artificielle pour l'instant. Il y a certaines choses qu'elle peut faire, disons, de manière automatique sans nécessairement la vue de quelqu'un parce que, tu sais, elle rend pas du conseil, là, tu sais, dans un sens, mais elle est quand même capable de prendre du data puis de l'injecter à quelque part. Donc, ça, c'est des petites choses d'intelligence artificielle ou de prioriser des demandes. Donc, dans le fond, tu sais, si le client écrit avec des grosses lettres comme ça, tu sais, donc, je veux te parler absolument maintenant, urgence. Donc, il y a quand même une priorité. Donc, on est capable de mettre de l'intelligence artificielle dans ces processus-là. Mais de l'autre côté, moi, je pense que ce qui va arriver, en tout cas, à tout le moins dans des domaines, surtout comme le domaine juridique, c'est que, comme c'est des domaines qui sont très réglementés, dans le fond, comme le domaine financier, comme le domaine juridique, comme le domaine de la comptabilité. Donc, il y a plusieurs domaines qui sont très réglementés, dans le fond. Donc, c'est des pare-feux de la démocratie dans un certain sens aussi. Donc, ces pare-feux-là vont rester encore pour un certain laps de temps. Donc, tu sais, Mmh. aujourd'hui, toi, tu pourrais pas dire je suis avocat, même si tu utilises une intelligence artificielle en arrière. Mmh. Donc, puis il va falloir qu'il y ait des Ah, vaut changements mieux parce que législatifs, tu sais. si j'étais ton avocat, je pense pas qu'on est là-dessus. Non, mais tu sais, peut-être que oui, si je te donnais Ouais, accès à nos outils technologiques, tu sais, dans un sens, peut-être que ouais. tu pourrais être un excellent avocat finalement. Donc, tu sais, mais à la fin, je pense que tu sais, ces pare-feux-là vont rester encore pendant un certain laps de temps, puis ils doivent rester quand même pour être sûr du niveau de qualité. Mais nous, de la façon qu'on l'utilise, puis je pense que toute entreprise dans le domaine juridique doit l'utiliser aujourd'hui, mais de manière évidemment précautionneuse, ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, nous, on est des spécialistes là-dedans, dans le fond, donc on a la technologie en arrière, puis on fait très attention à ce qu'on fait. Mais à la fin, c'est très prédominant dans nos réflexions, là, dans le fond. Puis, tu sais, en termes de ce qui se passe en ce moment, puis c'est vrai dans pas mal toutes les industries, c'est ce que j'appellerais l'agent IA, dans le fond. Là. Donc, là, Ouais, ça peut avoir plusieurs déclinaisons, finalement. ouais. Mais c'est ça sur lequel nous, on travaille, dans le fond, finalement, pour venir, encore là, que moi, mes attentes, tu sais, mettons, c'est que chaque personne qui travaille chez Néolégal ou qui travaille dans le domaine juridique puisse avoir accès à une multitude de personnes avec qui ils travaillent, finalement, mais c'est tous des agents IA. Tu l'as dit tantôt, le Ouais. solopreneur. Mais en fait, moi, si je suis avocat aujourd'hui, ben finalement, j'ai un adjoint qui est capable de me rédiger un courriel. Dans le fond, puis je le réviser puis dire, OK, parfait, le courriel est bon. Ou je vais avoir un adjoint qui va me faire une petite recherche, dans le fond, sur toute la jurisprudence, mais moi, je vais quand même devoir lire les résumés, m'assurer finalement est-ce que cette recherche a été bonne. Puis je vais peut-être aller faire une petite recherche moi-même, mais au lieu de m'avoir pris 3 heures, ça va me prendre 5 minutes. Mmh Donc, c'est mh. toujours comment on peut réduire l'empreinte humaine au minimum, dans le fond. Des fois, ça va être 0, mais c'est plutôt rare. Mais de le ramener quelque chose qui me prenait 1 heure, 2 heures, 3 heures, va me prendre 4, 5, 10 minutes. Mais Mmh. je vais pouvoir concentrer mon esprit vraiment sur les choses qui portent pour mon client. Donc, c'est vraiment là-dessus que nous, on travaille, en fait. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les processus d'affaires est incontournable. Toute entreprise qui ne fait pas ça va avoir beaucoup de difficultés, puis très rapidement, dans le fond. Tu sais, la révolution industrielle, tu sais, qui s'est passée il y a 125 ans Ouais, dans le monde de la fabrication de biens, ouais. se passe en ce moment dans le monde de la fabrication des services. Puis c'est très, très fort. Ça pousse. Il y a des centaines de milliards de dollars qui sont investis partout dans le monde Mmh mh. là-dedans. Fait que ça pousse, là. Tu sais, dans le fond, quand on regarde les Ouais, capitaux investis mondialement, l'intelligence artificielle est de loin euh, le domaine dans lequel c'est investi, même en termes VC. ouais. Bah, tu m'étonnes, c'est des, quand tu as des entreprises qui ont, on dira peut-être des milliers de petits agents IA qui travaillent avec eux, par rapport à une autre qui est, que gérée par des humains et qui est beaucoup moins scalable, justement à cause de ça. Les personnes sont beaucoup moins efficaces. C'est très difficile d'avoir de la compétition, d'avoir un edge là-dessus. Mais tu parlais justement d'investissement, tu étais chez en Québec, tu l'es encore. C'est bien ça ou? Ben, je suis plus chez Ange Québec, D'accord. mais en fait, oui, j'ai été chez Ange Québec. Là, dans le fond, Ouais, nous, on est une entreprise on a des investissements, en fait, d'Ange Investisseurs. ouais.
Puis en fait, j'ai siégé sur le conseil d'administration pendant 4 ans, là, le conseil d'administration d'Ange Québec, également. D'accord. Et de ce que tu voyais, comme tu disais, il y a beaucoup de croissance dans l'investissement dans l'IA. Est-ce que, quels sont les gros mouvements au Québec? Qu'est-ce qu'il faut pour que le Québec soit en fait, s'ils veulent être le leader dans la technologie ou qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit en croissance économique, technologique, qu'il soit toujours, à l'échelle du reste du monde? C'est une bonne question. Tu sais, en fait, il y a, tu sais, l'écosystème d'investissement au Québec, mettons, si je regarde les 10 dernières années, a beaucoup évolué. En fait, il y a beaucoup de fonds qui ont été créés, que je dirais de pre-seed à seed, dans le fond, donc des OK. rondes de financement, là, disons, de 500 000, 1 million, 1,5, 2 millions, dans le fond, donc d'à peu près cette valeur-là d'argent, de capitaux. Tu sais, donc, tu sais, puis ou late seed, là, dans le fond, qu'ils appellent. Là, donc, il Ouais. y a plusieurs termes maintenant, là, en faire comme 508 termes, mais disons que au Québec, en fait, puis au Canada, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds qui ont été créés. Donc, quelqu'un qui veut commencer une entreprise aujourd'hui, disons que le pre-seed, j'ai pas vraiment de clients, j'ai une idée, mais c'est pas tout à fait finalisé, mais tu sais que l'idée est vraiment la bonne, puis tout ça, puis on pense être capable de la pousser beaucoup avec ces capitaux-là. Ouais. Donc, d'aller au marché, etc. Seed, c'est vraiment plus, là, bon, j'ai des clients, je vais avoir un petit peu plus de scale, dans le fond, là-dedans. Donc, je vais aller chercher peut-être un nouveau marché, je vais peut-être grandir mon marché. Donc, bref. Fait que ça, il y a beaucoup, beaucoup de capitaux là-dedans. Mais des Mmh. entreprises comme Néolégal, dans le fond, on est rendu plus dans la série A, la série B. L'enjeu, c'est que c'est des fonds institutionnels qu'il y a au Québec. Puis au Canada, c'est la même chose. Il y a beaucoup plus de fonds institutionnels, donc la BDC, Investissement Québec, la Caisse de dépôt, etc. Donc des fonds institutionnels, des fonds des banques, dans le fond. Donc, ces entreprises-là, dans le fond, investissent souvent dans des séries B, des séries D, donc des Ouais. gros montants, des gros capitaux, des 25, 50, 100 millions. Donc là, évidemment, il y a comme une zone où il y a peu d'acteurs en termes de capitaux VC, là, vraiment, là, exemple, là, qui va départager le VC, des autres, c'est la perte dans le bottom line, dans un sens. Donc, OK. d'être capable de perdre de l'argent pendant un long laps de temps pour aller Sur le capturer un potentiel. marché vraiment alors qu'au niveau américain, je veux dire, il y a une multitude, mettons, un fonds américain, un petit chèque, c'est 10-15 millions US, là, dans le fond, alors qu'au Canada, 10-15 Mmh. millions US, un très gros chèque, mettons, dans le monde VC. Fait qu'il est dans l'écosystème, puis ça veut peut-être dire juste parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'entreprises qui sont rendues à ce stade-là que les fonds n'ont pas encore identifié l'opportunité. Ouais. Mais je pense qu'au Canada, les capitaux, il y a beaucoup de follow-on, dans le fond. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui seraient capables de dire, je vais mettre 10 millions, mais si on a un fonds VC qui a mis disons, qui serait le lead, dans le fond, qui serait le meneur, finalement, dans cette ronde-là. Ouais. Mettons d'avoir un meneur de 3, 4, 5 millions, puis par la suite d'avoir des followers de 5, 10, 15, 20, ça, Ouais. c'est plutôt facile, dans le fond. D'accord. Mais plutôt facile. L'important, c'est d'avoir le Cependant, mais lead, c'est ça? exact, c'est toujours la même chose, ça, dans le fond, mais c'est d'avoir ton premier client, d'avoir ton premier lead, d'avoir ta première blonde, je veux dire, c'est toujours la première qui est le plus difficile, tu sais. Bien sûr. Mais après coup, d'avoir le reste, souvent, il y a des gens qui vont suivre. Et dans l'écosystème, dans le fond, d'investissement au Canada, c'est encore quelque chose, je veux pas dire pas d'embryonnaire parce que c'est quand même assez bien structuré, beaucoup Encore. plus que ce l'était quand nous, on a commencé. Mmh. Mais ça s'est étendu. Donc, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui des capitaux, puis le fait que les joueurs sont plutôt des suiveurs plutôt que des actionnaires, dans le fond, des preneurs de risques. On n'a pas suffisamment au Québec et au Canada des preneurs de risques à Mmh. coût de, mettons, moi, je vais mettre 10 millions, 25 millions, 100 millions dans ton projet. Mmh. Donc, il y a pas beaucoup de personnes qui sont, personnes dans de fonds qui sont capables de faire ça, alors qu'aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. D'accord. Et que je te dirais alors pour, quel conseil tu aurais pour un entrepreneur qui essaie de commencer peut-être au Québec, essaie de développer l'écosystème ici? Parce que comme tu disais, il y a beaucoup de potentiel, mais c'est avoir ce premier VC, ce premier lead, premier investissement. Heu, comment acquérir ce premier investissement? Est-ce qu'il faut, vraiment présenter? Comment est-ce que tu valides ton idée peut-être? Ouais, en fait, au Québec, maintenant, il y a quand même beaucoup d'acteurs. En fait, il y a beaucoup d'incubateurs. Donc, toutes les universités, ou la Mmh. plupart, ont des incubateurs, dans le fond. Donc, je pense que moi, j'irai vers ces personnes-là, dans le fond, dans un premier temps. Puis, il y a beaucoup aussi je veux pas dire associations, mais disons regroupements. Dans le fond, Ange Québec en est un, mais il y en a d'autres, là, en fait, des regroupements où ils donnent la formation. Il y a des personnes, il y a des tels, il y a donc, moi, j'irais vraiment vers ces personnes-là, puis je serais en mode, je pose des questions. Dans le fond, j'ai un projet d'affaires, c'est quoi vous me conseillez, justement? Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher sur le web dans un premier temps, évidemment, Ouais. mais aussi dans l'écosystème, je dirais, d'investissement, de pre-seed, que je parlais tantôt, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Avant de commencer à parler à un fonds d'investissement ou avant de commencer à parler à des investisseurs anges,
j'irais quand même poser des questions. Tu sais, puis les incubateurs, eux, c'est ça leur travail, dans un certain sens, de défricher, de te conseiller. Tu sais, à Montréal, il y a PME Montréal aussi qui donne quand même des conseils, mais il y a beaucoup d'organismes quand même. Donc, moi, je répertorierais ces organismes-là. Puis, tu sais, je commencerais par ça dans un premier temps. Puis, plus que tu es dans l'écosystème, dans le fond, parce qu'on parle quand même d'un écosystème, ben, plus que tu es exposé à des personnes qui sont un peu comme toi, qui sont entrepreneurs ou des personnes qui ont eu du succès. Donc, là, finalement, tu peux t'inspirer de ces personnes-là. Donc, moi, c'est comme ça que je commencerais, en fait. Là. Puis, j'hésiterais pas, tu sais, LinkedIn, des mots-clés, il y a une personne qui m'intéresse, je lui demande un peu comme comment on s'est rencontrés, dans le fond. Donc, la même chose, tu sais, dans le fond, j'irais sur le site web dans Québec, entre autres, ou d'autres L'Internet organismes. est parfait pour faire du réseautage. Écoute, il y a de Tu trouves l'information. la personne que tu veux, tu la contactes. Après, oui, il faut qu'elle réponde, mais Exact. c'est déjà ça, c'est d'envoyer le plus de chances possible et de créer tes opportunités. Oui, puis tu sais, la fameuse phrase « j'ai besoin de ton aide » ou « j'ai besoin d'aide », aide-moi, tu as l'air d'une personne qui a eu du succès ou tu as l'air d'une personne, disons, qui a réussi à lever des capitaux, ben est-ce que tu pourrais m'aider à mieux comprendre dans le fond? Donc, l'idée, c'est, fait que moi, ça serait ça, probablement mon premier. Puis après ça, la personne va certainement le mettre en relation avec des contacts qu'elle a. Puis tu le vois aussi dans l'écosystème de fonds d'investissement parce que tu sais, les fonds d'investissement aujourd'hui sont beaucoup sur-spécialisés dans des segments. Tu sais, avant, on voyait des fonds d'investissement, j'ai investi dans le SaaS. Donc c'était comme tu sais, un modèle d'affaires, en fait. Puis là, après ça, c'est j'ai investi dans le SaaS, mais dans le FinTech. Donc, si t'as pas de SaaS, ça marche pas, mais si t'as pas de FinTech, ça marche pas non plus. Donc, tu sais, fait que là, il y a beaucoup de capitaux qui se sont concentrés dans des industries très précises. Il y a des fonds d'investissement, c'est évidemment plus que de centaines de millions à gérer, plus que tu vas être un peu agnostique en termes de domaine. Donc, ça va évoluer dans le fond dans ce sens-là. C'est comme des joueurs qui sont Investissement Québec, qui sont agnostiques, ils disent pas on a fait que du FinTech. Ça se pourrait que pendant les 6 prochains mois, ils ont identifié 2 secteurs dans lesquels ils veulent investir plus. Mais à la fin, ça reste que, fait que ça aussi, si je me cherchais un investisseur, puis que j'ai eu une startup en FinTech, ben, je commencerais par trouver c'est qui les fonds d'investissement au Canada qui font du FinTech, dans le fond, parce qu'il y en a, puis si c'est chez sur site web ou whatever, mais donc dans l'écosystème, ça serait dans mes premières questions. Tu sais, si, mettons, je rencontre quelqu'un qui lui fait de l'investissement dans un domaine précis, connais-tu un fonds qui fait du FinTech, mettons, exemple, ou qui fait du Legal Tech? Faut faire sa recherche proprement et puis aller voir ce qui existe déjà parce que Oui, puis se lancer, tu sais, en fait, parce que tu as une idée, tu sais, dans le fond, puis là, tu as commencé, tu as fait peut-être un bêta, tu as peut-être des amis qui l'ont utilisé, ils disent, wow, c'est le fun, c'est intéressant, ton idée est bonne, tu as fait tes premiers tests, tu sais, family, friends and family, tu sais, tout ça. Puis là, après coup, tu dis, OK, là, je pense que j'ai quelque chose en main, puis là, tu sais, faut que ça avance, puis tu continues à ton modèle d'affaires, tu sais, dans un sens. Mais, puis après ça, tu sais, tu vas t'adjoindre les bonnes personnes, tu sais, mais. Ouais. Ben, comme tu disais, il y a beaucoup d'investissements dans la IA, dans la technologie et elles peuvent être, ça peut être difficile de créer son propre idée quand il y a toutes ces technologies qui peuvent te la rendre inutile, d'ici 1 an ou 2. Et à Néolégal, comme tu disais, il faut toujours être, maintenant vous intégrez la IA depuis déjà 1 an ou 2 et t'es toujours j'ai l'impression que tu es toujours au-dessus de toutes les nouvelles technologies, des informations, ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que tu arrives à rester, courant de tout ce qui se passe et comprendre tout ce qui se passe? Ben, c'est mon rôle en tant que CEO, en fait. Je me dois, en fait, ça fait partie, disons, de mes obligations quotidiennes d'être au-dessus de la mêlée, dans le fond, puis sur le dessus de la vague. Donc, ça, c'est un des critères comme à titre d'investisseur que je regarderais si j'avais investir dans une entreprise, dans le fond. Donc, est-ce que la personne qui la dirige ou les personnes qui la dirigent connaissent bien leur écosystème, connaissent bien leur marché, puis est-ce qu'ils sont à l'avant-plan? Donc, souvent, il y a des trappes là-dedans dans des questions avec les fonds VC. Dans le fond, ils vont poser des questions sachant très bien c'est quoi, en guillemets, la réponse, dans un sens, la réponse attendue. Pas nécessairement la bonne réponse pour un examen, là, mais à la fin, il y a quand même un raisonnement en arrière. Donc, tu dois être au courant de ce qui se passe. C'est quand on dit, mettons, c'est qui ta compétition? Dans le fond, ben là, il y en a pas trop, je sais pas trop. Là, dans le fond, un fonds VC s'attend qu'il y a de la il s'attend qu'il y a de la compétition. S'il n'y en a pas, c'est problématique. Fait que, tu peux pas être, tu pourrais être le seul à avoir découvert quelque chose, mais à la fin de la journée, il faudrait vraiment que ça soit wow pour que le VC fasse, OK, ouais, on a vraiment quelque chose, ça existe pas, puis il n'y a pas de compétition, mais c'est wow. Mais à la fin, il faut vraiment, moi, comme je disais tantôt, je lis des heures et des heures par jour de plusieurs sources différentes. Donc, moi, je suis très, faut être très à l'écoute de ce qui se passe, puis être très critique sur qu'est-ce qu'on voit. Parce qu'évidemment, moi, je pourrais voir une vidéo sur le web qui est un fake news, dans le fond, finalement, puis moi, me l'approprier, me dire, ah oui, c'est ça, maintenant, le trend.
Mais ça veut pas dire que c'est vraiment ça. Donc, il faut que tu sois Il faut capable de... l'évaluer tout seul aussi, il faut ouais. Exact. Il faut que tu combines l'information pour être capable de te faire une tête sur la vision. Dans le fond. Donc, il faut que tu prennes connaissance de beaucoup d'informations. Puis aujourd'hui, on a accès à trop d'informations. On peut tout à C'est capturer. justement ça le problème maintenant. C'est très difficile, dans C'est le ton fond. intuition et de utiliser ton esprit critique pour bien voir quelles sont les informations pertinentes pour mon entreprise. Vraiment, c'est très difficile, aujourd'hui, quand même. Puis je pense que ça l'a toujours été quand même. C'est juste que l'information était divulguée de manière différente. Mais, Ouais. en fait, avant, c'était l'accessibilité à l'information qui était plutôt difficile. Aujourd'hui, t'as trop d'accessibilité, c'est mieux la sélectionner, finalement. Oui, bien sûr. Donc, c'est un peu comme quand t'es jeune, tu fais un ou deux événements, t'en fais pas beaucoup, puis à un moment donné, t'en refuses, dans le fond des événements. C'est comme, OK, mais là, il faut que tu sélectionnes, pour te dire quel je vais avoir le plus grand impact. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, je dois faire qui va avoir le plus gros impact, soit à court terme, soit à long terme. Donc, tu dois être capable de te gérer pour te dire, OK, où je vais mettre mon temps aujourd'hui, puis d'être capable d'avoir un gros impact. Donc, de prendre des bonnes décisions à tous les jours, une bonne décision à tous les jours, toutes les semaines, pour être capable d'aller beaucoup plus loin. Ouais. Mais tu dois te tenir au courant, tu dois être informé, en fait. Ça passe beaucoup par l'information, puis l'esprit, comme je disais, critique de la moduler, puis de le prendre pour toi, puis de dire, OK, moi, c'est comme ça que je vais la transformer pour moi. Ouais, ouais. Mais toi, en tant que PDG, tu as beaucoup de responsabilités, tu es aussi dans tous ces domaines, rester à l'écoute. C'est difficile de gérer, en fait, quelles actions ont le plus d'impact dans l'entreprise, mais aussi personnellement. Parce que tu es aussi, père de 3 enfants, si c'est Ouais. bien ça. Comment est-ce que tu arrives à gérer l'équilibre entre les 2? Et est-ce que cet équilibre est important pour le succès de l'entreprise et aussi pour ta santé mentale et physique? C'est hyper important. En fait, c'est la clé, là. Je pense que, en fait, c'est souvent comment tu t'entoures, avec qui tu t'entoures qui va te permettre finalement d'arriver à tes objectifs. Parce que, tu sais, toute seule, je veux dire, tu peux aller très vite, mais tu vas pas bien loin. Ouais. Mais à la fin de la journée, donc, tu sais, puis ça, c'est des choses que j'ai constatées au fur et à mesure aussi du temps, dans le fond. Puis d'être capable de t'entourer des bonnes personnes, finalement, puis que ce soit dans ta vie personnelle ou que ce soit dans ta vie professionnelle. Donc, tu sais, je sélectionne pas les gens de mon entourage de la même façon nécessairement qu'on va sélectionner un partenaire d'affaires. Mais à la fin, il faut quand même que, tu sais, la logique suit. Donc, tu pourrais être en mesure d'arriver chez toi à 5h30, 6h, faire à manger à ta famille, dans le fond, puis pas te coucher non plus à minuit et demi tout en travaillant à 3h du matin. Donc, j'ai toujours eu personnellement un équilibre famille, travail, puis ça, moi, je l'appelle pas comme ça, j'aime pas vraiment ce terme-là, mais j'aime bien avoir un équilibre personnel, dans le fond, de manière générale, puis de choisir, en fait, où je vais mettre du temps. Donc, c'est la liberté de ton choix. Des fois, c'est pas possible parce que tu es entré dans quelque chose, tu n'as pas le choix de mettre ce temps-là à ce moment-là. Mais ça, j'essaye de faire en sorte que quand je planifie mes choses, puis quand je dirige ma journée ou ma semaine, d'avoir le plus de temps possible sur quoi j'ai envie de le mettre dans cette semaine-là. Donc, ça veut pas dire que ça va être égal à toutes les semaines, tu sais. Je vais pas toujours rentrer à la même heure à la maison ou partir toujours à la même heure. Par contre, moi, je veux que ça soit le bon temps pour faire quelque chose. Donc, le bon moment opportun. Puis de le gérer comme selon moi pour mes besoins, disons, personnels. Disons, c'est comme ça. Mais c'est hyper important d'avoir un certain équilibre, dans le fond. Puis, c'est une personne qui est capable d'être reposée, qui est capable de pas avoir de crainte, pas de stress ou moins de stress. On est capable de bien gérer ces choses-là. Et ça va te permettre de prendre des bien meilleures décisions dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Et toi, comment tu gères le stress? Tu as des activités tes go-to activities moi, en fait, je suis un épicurien, là, j'adore les bonnes choses de manière générale, que ça soit la bouffe, le vin, le plaisir là, d'être entre amis, famille, etc. Donc, pour moi, c'est là où je me ressource le plus. Et puis même au quotidien, des fois, je prends une pause de 5 minutes, je regarde à l'extérieur. Quelqu'un qui passerait devant mon bureau et dirait qu'il ne travaille pas, dans le fond, il fait rien. Mais à la fin de la journée, pour moi, de prendre quelques minutes va faire en sorte que la prochaine 2-3 heures va être beaucoup plus performant, dans le fond, que de rester devant mon ordinateur puis de cliquer sur une souris, tu sais. Donc, des fois, de prendre une pause, tu sais, dans le fond, c'est souvent on sous-estime ce temps-là d'aller prendre une marche à l'extérieur, tu sais, même s'il fait froid. Tu vas la faire plus rapide. Mais tu sais, à la fin, tu prends 10-15 minutes. Souvent, surtout que je fais ça souvent quand j'ai un enjeu, que j'ai pas la réponse, puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire avec cet enjeu-là? Ou quelque chose que je fais comme, oh mon Dieu, c'est une mauvaise nouvelle ou quelque chose qu'on s'attendait pas. Parce qu'au quotidien, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Tu sais, quand tu as une entreprise, il faut être prête à vivre l'inconnu tous les jours. Tu sais, dans le fond, il faut être très résilient. Dans le fond, là, je pense que c'est la qualité la plus prédominante là, si tu as te lancer en affaires. C'est moins de puis résilient dans tout, là, tu sais, dans le fond. Fait que si la personne n'est pas résiliente, dans le fond, là, tu sais, puis elle abandonne rapidement, clairement pas faite pour être entrepreneur. Non.
Parce que l'aspect d'entrepreneuriat qu'on montre souvent, c'est le high life, là, dans le fond, là, parti en jet privé, là, Ouais. dans la Lamborghini, il a reçu un chèque de 25 millions, il a fait une levée de fonds de 150 millions, c'est l'information qu'on voit, ah, mon Dieu, puis là, il a créé un nouveau produit, mais on n'entend pas parler quand il a fait faillite, par exemple. Surtout quand la plupart du temps, c'est la faillite, c'est pas le succès. Exact. 9 sur 10 vont fermer en dedans de 5 ans. Ça, c'est dans Ouais. tout domaine confondu, mondialement. La statistique est très claire, puis même 9 sur 10, c'est peut-être même un peu plus, 9,5, tu sais. Sûrement. Fait que là, il y a beaucoup plus d'insuccès que de succès, mais évidemment, La résilience puis ça se travaille aussi, là, tu sais, c'est pas quelque chose nécessairement que, c'est pas parce que quelqu'un semble pas résilient aujourd'hui qu'il ne sera jamais. Ouais. Mais par contre, il faut mettre beaucoup d'efforts, ça veut pas dire mettre beaucoup de temps. Dans le fond, des fois, il faut mettre l'intention. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, de bûcher sur quelque chose, puis aussi de mettre à la renverse une décision qu'on a prise. De se dire que finalement, non, c'est pas la bonne décision. On la change. On voit qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. D'accepter l'erreur, dans le fond, puis de l'embrasser dans un certain sens. Parce que tu fais 9 erreurs sur 10, là, dans le fond, sur tes décisions. Il y a pas de, tu sais, il y a personne qui fait 9 bons coups sur 10. Ça arrive pas, là. Ouais. En tout cas, ceux qui diraient ça, là, tu sais, je fais comme bon, tu sais, Il les compte pas bien. C'est comme au golf. Là. Dans le fond, oui, ça m'a pris 4 coups, mais j'ai pas compté le mulligan que j'ai Ouais, mais pris, je l'ai bougé un peu de côté parce qu'il était dans le Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas vraiment. Il y avait un out, tu sais, donc j'ai bougé le sport, tu sais. Fait que c'est facile rendu là de faire un par, là, tu sais, mais je pense que vraiment en entreprise, tu sais, puis il faut être naïf aussi, là, tu sais, il y a un aspect de faire confiance, tu sais, à la vie de manière générale, puis tout. Tu sais, il y a une petite portion, je dirais, de chance là-dedans, là, tu sais, dans le fond, là. Ouais. Tu crées, moi, je crois beaucoup à créer tes chances. Donc, tu sais, quand tu crées tes opportunités, quand tu vas de l'avant dans quelque chose, quand tu essayes quelque chose, tu es déjà en avant de tout le monde, tu sais, dans le fond, dans un certain sens, versus tous ceux qui essayent rien, puis ils disent, ah oui, moi, je serais capable, mais tu l'as pas fait. Dans le fond. Ouais. Une discussion de 5 à 7, là, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans un 5 à 7, là, tu sais, dans le fond, mais quand le lendemain matin, il est 7h15, puis la banque t'appelle, puis elle rappelle son prêt, tu sais, il y a beaucoup moins d'entrepreneurs. Il y a beaucoup moins qui se réveillent le matin. Ça, c'est moins intéressant. Là, et tu parles de succès qui est très difficile dans le monde d'entrepreneuriat. Si tu pouvais te donner un conseil au Philippe qui commence Néolégal il y a 7-8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, c'est une bonne question. Là, en fait, je lui dirais, fais exactement ce que tu as fait. Dans un sens. Fais confiance à ton instinct. Ouais. Ton 6e sens, en fait. Parce que souvent, on s'écoute, mais on s'écoute pas tant. Puis, dans le fond, quand tu t'écoutes, tu finis par voir la bonne réponse, dans un certain sens. Puis, aussi, on va avoir toujours tendance à vouloir faire confiance à quelqu'un d'externe. Et mettons, ah, ben là, cette personne-là semble avoir du succès sur les réseaux sociaux, donc je vais copier qu'est-ce qu'il a fait. T'sais. Mais on comprend pas le contexte, son parcours. Mais il faut garder son esprit critique, puis comme te faire confiance, dans un certain sens. Moi, j'ai toujours eu confiance en moi, dans le fond, puis ça m'a beaucoup servi. Donc, de continuer dans cette voie-là ou de vraiment l'accélérer le plus possible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais, tu t'es sûrement dit ça. Je sais pour ça que je vais y aller là. Écoute, le chemin, c'est très particulier de regarder en arrière, dans le fond, puis de pas ça de regarder en avant. Moi, je suis tout le temps 2, 3, 4, 5 ans, je dois être très en avance. Puis dans ma tête, on est toujours en retard sur quelque chose, dans le fond. Donc, je suis tout le temps comme un peu un éternel insatisfait de ce qu'on a aujourd'hui. Quand tu prends la photo, alors que c'est sûr que si tu regardes le parcours, on a quand même beaucoup de succès là, sur plusieurs choses. C'est important de le célébrer. Mais comme tu disais, tu es toujours en avant. Quels sont les prochains projets pour Néolégal, pour toi aussi, dans 2, 3, 5 ans même? Ouais, ben je dirais que c'est vraiment géographique, là, dans le fond. Là, donc, vraiment d'accélérer, l'intégration de l'intelligence artificielle, d'accélérer cette portion-là, donc de continuer sur le travail qu'on a fait dans les dernières années, derniers mois, mais vraiment d'accélérer au niveau géographique. Dans le fond, nous, j'ai toujours voulu créer une entreprise mondiale.